vous suggère, ou je vous propose maintenant de vous donner la parole, un peu comme on l'a fait les fois précédentes. Je prends par exemple 3 questions, vous y répondez, et puis on essaie d'être aussi précis ou direct sur vos questions pour permettre le temps d'échange. Alors, qui souhaite prendre la parole? Monsieur Carucci, Monsieur Oui, Grosdidier c'est et Monsieur Bonnecarrère. D'accord. à la fois question et en même temps, au travers des propos tenus, inquiétude. Premier élément, sincèrement, si on nous dit que CFCM, UOIF, tout le monde en réalité a perdu le contact avec les générations de jeunes musulmans, comme par définition ceux-là ne sont pas organisés en structures qui peuvent être invitées sur une radio ou une télé, ça veut dire que dans la pratique, on n'a plus du tout de correspondants ou de gens qui deviennent des interlocuteurs. Deuxième élément d'inquiétude, c'est que vous dites bien d'un air tranquille, mais enfin qui ne peut pas nous laisser tranquilles. Il y a un côté international, il y a une fierté, c'est tout à fait logique d'appartenir à une communauté musulmane, mais en même temps, il y a l'espèce de rejet d'un système qui dit la France c'est chez vous, c'est pas chez vous, le système de la République c'est le vôtre, c'est pas le vôtre. Et on a un peu le sentiment, de plus en plus, que dans les jeunes générations, la pratique de l'islam et le Coran passent avant la loi de la République. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce que si d'un côté, on essaye d'organiser l'islam de France pour faire en sorte que, comme les autres religions, ils soient intégrés, ils participent à la vie publique, etc. Mais qu'on nous dit, non, vous n'y arriverez pas, parce que de toute façon, c'est pas du tout leur position, c'est même pas leur souhait. Ça va quand même poser une vraie difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à qui on parle? Tout à l'heure, nous recevons le président du CFCM. On va lui dire bonjour, puis on lui dira au fait, qui vous reconnaît, vous êtes qui dans le fond? Vous avez été élu par vos pairs, mais enfin vos pairs sont présélectionnés par vous-même. Donc en réalité, à qui on parle? Et le vrai sujet, c'est que nous, ici, nous ne sommes pas là pour nous immiscer dans les débats théologiques au sein de la communauté musulmane, pas plus que de la communauté juive ou de la communauté chrétienne. Mais en revanche, notre rôle ici, c'est de savoir comment ça peut fonctionner dans le cadre de la République. Et l'inquiétude, c'est de dire, est-ce que ça peut fonctionner dans le cadre de la République? Parce que si c'est non, et si la fierté internationale fait qu'en réalité, c'est le Coran qui prime sur les lois de la République, on a un sujet. On ne pourra pas appliquer de la même manière par rapport aux autres communautés. Alors là-dessus, comment vous voyez en réalité, non pas la représentation et tout, bon, ça j'ai compris, mais l'intégration et la possibilité de dire, oui, les musulmans de France sont intégrés, entre guillemets, dans la République. Je ne suis pas dans la société ni rien, c'est très compliqué. Mais ils acceptent les lois de la République. Monsieur Bonnecarrère, puis Monsieur Grosdidier. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne souhaite pas intervenir sur la diversité des mondes musulmans ou sur les questions personnelles. Je voudrais simplement avoir l'avis de notre intervenant sur la solution qui, à son sens, peut être trouvée entre un système français basé sur la séparation de l'Église et de l'État et un islam qui repose très largement sur une vision dans laquelle il n'y a pas de dissociation entre l'organisation institutionnelle du pays et la vision religieuse. Comment, à votre sens, monsieur, il est possible d'arriver à ce que, pour l'islam de France, il y ait une dissociation entre les convictions religieuses, la manière de vivre sa religion et l'organisation institutionnelle du pays? Comment peut-on envisager l'application de l'esprit de 1905? Je ne vais pas du tout sur le terrain de la laïcité, je suis simplement sur la séparation entre les deux. Comment appliquer cette séparation, à votre sens, à l'islam en France ou à l'islam de France, suivant la formule que chacun pourra préférer?
Alors, Monsieur Grosdidier, puis vous répondrez à cette première série. Merci. D'abord, revenir sur effectivement votre appréciation qui peut poser problème. Il faut on pose le problème avant d'envisager des réponses. Effectivement, la description assez précise d'un islam en France organisé à partir des communautés d'origine nationale en relation avec ces pays d'origine. À la fois, la République est dans une difficulté en disant que c'est un moindre mal parce que ça garantit un islam malékite ou un islam turc, des rêves que les influences wahhabites qui s'exercent par ailleurs, mais qui en même temps est totalement paradoxal quand on veut un islam de France et non pas en France. Bon, donc le CFCM est l'heureuse tentative, en tout cas la tentative bienvenue pour essayer d'y remédier, mais avec effectivement les difficultés que vous avez soulevées. D'une part, une représentation majoritaire de représentation sous influence étrangère, même si elle n'est pas totalement négative à certains égards, mais qui en aucun cas ne contribue à construire un islam de France. Et d'autre part, il y avait et il n'y a plus, je vais dire, l'UOIF, qui effectivement est plus composite et plus évolutive qu'on le présente généralement en disant simplement proche des frères musulmans, mais j'aurais voulu en savoir plus parce que effectivement l'UOIF est une organisation, les salafistes sont une nébuleuse. Est-ce que les frères musulmans aussi en tant que tels ne sont pas une nébuleuse et peuvent recouvrir des réalités un peu différentes selon les pays et même à l'intérieur des pays, parce que on présente souvent les frères musulmans comme quelque chose de monolithique et en général d'absolument incompatible avec la laïcité comme un islam politique, et donc qui par essence c'est le problème. Je crois que quelqu'un a demandé la dissolution de l'UOIF à ce titre, alors que c'est quantitativement aujourd'hui le courant le plus important et le plus mobilisateur. Donc j'aurais voulu en savoir plus là-dessus, sur à la fois l'UOIF et sur la terminologie ou non des frères musulmans. J'ai été surpris que vous me disiez effectivement c'est une affaire qui est intérieure et pas extérieure normalement, mais qu'on mettait en cause le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur n'est pas seulement celui de la police, il est celui des collectivités locales, il est celui de l'ensemble des affaires d'intérieur. Or, si on était au ministère de la Justice, on serait que dans l'application stricte, je veux dire, de règles de droit, et non pas justement, je ne vais pas les poser là, mais on les a, toutes les organisations, mais que ce soit le culte, l'abattage rituel, je veux dire, des tas de questions, parfois même à la lisière de l'enseignement et d'autres, qui sont ou relèvent de l'intérieur, ou sont interministérielles, mais ne peuvent pas relever d'une approche simplement strictement juridique et conceptuelle, même si effectivement ça ne doit pas relever des affaires étrangères. Alors je n'opposerai pas, comme Roger, je veux dire, à la fierté. Je veux dire, il y a aujourd'hui une dimension internationale du catholicisme, il y a une dimension internationale du judaïsme, il y a des dimensions internationales de toute religion qui par essence est universelle, en tout cas pour les monothéismes, qui n'est pas forcément à opposer au cadre national. Mais comme effectivement on est toujours en quête aujourd'hui, et quelle serait pour vous, je suis vraiment dans questionnement, même si vous n'avez pas forcément la réponse de façon absolue, on a tous les courants de l'islam, sauf les salafistes, qui reconnaissent le besoin la nécessité de contextualisation, posée d'ailleurs dès les débuts de l'islam. Or, on n'a aucune autorité en France, reconnue justement par les musulmans, qui peut édicter, qui peut faire de la contextualisation depuis la société française européenne. Alors, c'est pas même les sources intellectuelles dites modérées d'origine du Maghreb ou d'Égypte, on ne les a pas. C'est parfois la force de Tariq Ramadan qui apparaît, lui, comme parlant depuis l'Europe et passant relativement bien chez les jeunes, si j'en juge. Mais effectivement, quand il parlait de moratoire, c'est en s'adressant à toute la communauté internationale. Il ne proposait pas le moratoire pour les sociétés européennes. Il le proposait aux Séoudiens ou aux Émiratis, qui, eux, jugent cette position beaucoup trop moderniste, justement. Non, mais beaucoup trop. Non, mais les États musulmans avec lesquels on entretient des relations très étroites ont une vision de l'islam infiniment plus conservatrice, rétrograde et attentatoire aux droits de l'homme que même celle qui était présentée par Tariq Ramadan et qui était mise en cause ainsi par ces nations. Je crois que c'est pas inutile que vous
effectivement, vous l'avez rappelé, je veux dire à juste titre, mais ça ne répond pas, je veux dire, aux besoins d'effication d'une source intellectuelle de contextualisation. C'est plus difficile dans un État laïque, mais comment vous voyez les solutions pour que ça puisse naître, parce que ça manque toujours en Europe, mais seulement un demi-siècle après la véritable implantation des musulmans. Alors je suis un peu surpris quand vous dites que même l'UOIF ne mord pas chez les jeunes. Alors sur quel fait? Parce qu'on a l'impression à la limite qu'il n'y a que, mais qu'effectivement c'est l'islam organisé depuis les pays d'origine qui n'a d'influence que sur la première génération, plus la deuxième, mais déjà plus du tout sur la troisième. Bien, merci pour ces questions. Je ne suis pas pour qu'on dissolve le CFCM et peut-être les formulations étaient brutales pour mettre en avant quelque chose qui me semble très important, les jeunes, je vais y revenir. Je voudrais quand même dire quelque chose sur l'idée que l'islam, ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État. Je pense que c'est une idée fausse. Les empires byzantins et les empires abbassides et omeyyades, c'est-à-dire les empires chrétiens et les empires, ont fonctionné exactement de la même manière. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Réellement, je pense, quand on voit l'histoire, il n'y a pas quelque chose de spécial. Et quand vous voyez aujourd'hui la plupart des sociétés musulmanes, l'essentiel des lois n'a rien à voir avec l'islam. Les entreprises, l'armée, la vie quotidienne, à part la vie culturelle, elle ne dépend pas de l'islam. Je veux dire, il y a aujourd'hui un retour de l'idée que la charia est la base de la législation, et ça peut avoir des conséquences négatives, notamment sur la situation des femmes. Mais c'est-à-dire, je pense que c'est un peu simpliste de dire finalement la laïcité, c'est nous. Je rappelle qu'en 1905, quand nous avons voté la laïcité, l'Église catholique non seulement a été contre, mais qu'elle a mis 40 ans à l'accepter, et que ça n'a pas posé de problème à la République. On n'a pas demandé à l'Église catholique, comme on a demandé aux gens qui rentraient dans le CFCM, de signer un texte pour dire qu'ils étaient pour la laïcité. Je veux dire, à la limite, aujourd'hui, vous avez le droit d'être contre la laïcité en France, si vous voulez. Le problème, c'est d'appliquer les lois de la République. Et je pense que la majorité des musulmans aujourd'hui, quelle que soit la manière dont ils voient la religion, ils appliquent les lois de la République. Et c'est ça qui est important. Et quand les lois ne sont pas appliquées, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. C'est qu'est-ce qui se passe du point de vue social dans un certain nombre de quartiers. Donc je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je m'excuse, je voulais dire quelque chose sur les jeunes que je n'ai pas dit. Il y a aujourd'hui, je l'ai à peine évoqué, une nouvelle génération de jeunes musulmans. Quand je dis musulmans, c'est au sens le plus large, c'est-à-dire qui s'appellent Mohamed ou Fatima, qui sont maintenant des élus. Il y en a eu notamment aux dernières élections municipales. Il y a eu une entrée notamment dans les villes où il y a de fortes communautés, et c'est d'ailleurs dans des villes de gauche comme de droite. Il y a, j'ai dit, de nouvelles générations de gens qui sortent des universités, et c'est ces gens qui sont l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper avec le CFCM ou l'UOIF en disant on ne veut plus discuter avec vous, mais de se préoccuper de ces gens. Et pour moi, l'importance de Ramadan, c'est un interlocuteur qui est le représentant de ces jeunes. C'est lui en qui, enfin moi j'ai fait des débats avec lui, je veux dire, aller n'importe où avec, enfin je veux dire, j'ai fait des débats avec lui, on a fait un débat à l'Institut du monde arabe, je ne sais pas si vous connaissez l'Institut du monde arabe, la salle d'en haut était pleine, il y avait des gens dans les escaliers, ils avaient mis de la sonorisation dehors. On peut penser alors que c'est pas... Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi on refuse de discuter. Pourquoi nous sommes le seul pays européen qui refuse de discuter. Notre Premier ministre refuse d'aller à une réunion européenne où Tariq Ramadan est là, alors qu'il y a tous les pays européens. Ça ne pose aucun problème à personne. Et avoir un débat avec lui ne veut pas dire accepter tout ce qu'il dit. Moi, je suis en débat avec lui, je ne suis pas croyant, j'ai beaucoup de divergences avec lui. Mais en quoi il est aujourd'hui une menace? Et je dirais que c'est-à-dire, ce qu'on ne voit pas, c'est la menace essentielle. C'est à la fois la menace qui vient des États, qui quand même quand ils sont un peu plus modérés, nous exportent des gens qui justement sont incapables de contextualiser. Quand on nous envoie des gens d'Algérie, des imams algériens, vous savez, c'est pas des imams, c'est des gens qui ont eu des postes par des pots de vin pour pouvoir venir en France. Ils sont incapables de parler aux communautés musulmanes. C'est ça que nous voulons. Je veux dire, donc,
il y a réellement quelque chose là qui n'est pas normal. C'est-à-dire, il y a la question de formation des imams qui continue à se poser, que ça fait 20 ans qu'on en parle et nous sommes incapables de le faire. On va envoyer au Maroc les gens se former. Mais enfin, je veux dire, vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment nous, qui nous réclamons de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, on peut confier à des États étrangers le soin de former nos imams. Je veux dire, c'est quand même là une question. Donc il y a un débat à ouvrir avec ces jeunes. Il va commencer au niveau local. Au niveau local, il y a des endroits où ce débat a lieu, mais il reste encore une très grande méfiance, souvent chez les élus locaux, souvent aussi parce qu'il y a une méconnaissance simplement. Et que, je veux dire, quand on a une organisation dans laquelle il y a des jeunes filles et qu'une jeune fille porte le foulard, on dit toujours c'est des intégristes. Écoutez, moi j'ai travaillé avec des jeunes filles qui portent le foulard. Je peux vous dire qu'elles sont aussi libérées, celles-là en tous les cas, pas toutes. Elles sont aussi libérées, elles viennent à des réunions, elles sortent seules le soir, elles n'ont pas elles n'ont pas du tout les mêmes relations que nous avons aux relations sexuelles ou amoureuses, etc. Mais en dehors de ça, elles veulent travailler, elles sont pas prêtes à ce qu'on choisisse un mari pour eux, etc. Mais s'il y a cette méfiance à l'égard de ces jeunes, il y a un vrai problème, je pense, sur ce dialogue. Sur les frères musulmans, vous avez raison. C'est un des problèmes que nous avons avec l'islam, c'est qu'on a une vision monolithique. Quand on dit l'islamisme, moi je ne sais pas ce que c'est l'islamisme. Franchement, je veux dire, il y a tellement de courants différents. Est-ce que le Hezbollah, c'est la même chose que les frères musulmans? C'est la même chose que les salafistes? Non, c'est pas du tout. C'est des choses très différentes et qui se battent dans des contextes, qui agissent dans des contextes très, très différents. Donc il y a effectivement chez les frères musulmans un débat qu'on a vu d'ailleurs dans les révolutions arabes, avec les différences qu'il y a eu entre l'Égypte et la Tunisie, avec l'Égypte, une organisation, moi j'ai beaucoup suivi l'Égypte parce que je connais un peu, une organisation de frères musulmans complètement bornée, vraiment incapable d'évoluer et de comprendre qu'est-ce que c'était la politique, et en Tunisie, une organisation qui a quand même finalement, avec des luttes, je ne dis pas que c'est venu spontanément, a compris que s'ils voulaient continuer à peser dans la société, il fallait qu'ils changent, il fallait qu'ils acceptent de se retirer du pouvoir, etc. Donc ça existe. Et c'est évident que pour les jeunes générations qui grandissent dans des pays à majorité non musulmane, il y a des questions nouvelles qui se posent. C'est-à-dire que vous n'avez pas quand vous vivez en Égypte. Je veux dire, en Égypte, c'est la prière, c'est 5 fois par jour, mais les gens ne sont pas obligés de la faire. Je veux dire, il y a plein de gens qui ne vont pas prier, mais c'est la vie quotidienne. Ici, ils vivent dans une situation minoritaire. Et ça, il y a toute une réflexion sur ce qu'ils appellent la charia des minorités, la vie dans des minorités. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans des minorités? Mais dont le principe, pour l'essentiel, c'est nous acceptons, et ça c'est un vieux principe de l'islam, nous acceptons les lois des pays dans lesquels nous sommes. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des éléments extrêmement radicaux aussi. Je veux dire, des fois je dis aux gens, vous savez, l'Église catholique est une Église centralisée avec un pape, et vous avez des gens qui vont de la théologie de la libération, qui prônent la révolution marxiste, à des gens qui sont des néoconservateurs. Et ça ne nous étonne pas. Et je veux dire, qui sont vraiment je veux dire, il y a une très grande variété. Je ne sais pas si j'ai. Alors sur l'international, je le répète, je ne crois pas que pour un musulman aujourd'hui, même le musulman qui vous dira le Coran passe avant les lois de la République. Non, je sais. Non. Même un musulman qui, dans sa tête, vous dit, ou même dans le débat, vous dira le Coran passe pour moi avant les lois de la République, dans la réalité, il applique les lois de la République. Après, qu'est-ce qu'il veut? Je veux dire, moi, ça m'est égal, qu'est-ce qu'il pense dans cette tête? Il y a des catholiques intégristes qui sont contre l'avortement, et ça ne les empêche pas de vivre dans la République. Il y a des catholiques intégristes qui sont contre la laïcité, ils vivent dans les lois de la République. Il y a des monarchistes en France, ils sont contre la République, on ne les empêche pas de vivre. Je veux dire, c'est la réalité. Ce qu'on demande aux musulmans aujourd'hui, c'est d'appliquer les lois. Ce n'est pas même d'être d'accord avec elles, c'est d'appliquer les lois. Voilà. D'autres demandes de parole? Madame Keller, Madame Yonnet, et puis Madame Goulet. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Grech, merci pour votre présentation. Quelques questions et peut-être remarques aussi, si je peux me la permettre. D'abord, vous avez souligné
les limites de la représentation du CFCM. Vous avez fait la comparaison avec la représentation des Juifs. Est-ce que vous avez des propositions ? Pour ma part, je voudrais partager, même pour le CFCM, avec vous l'idée qu'une élection proportionnelle au mètre carré, c'est quand même un peu fruste s'agissant de personnes, hein, de citoyens qui vivent en France. Donc, est-ce que vous avez des pistes de propositions ? Deuxièmement, je voudrais m'étonner de vos propos au sujet de Tariq Ramadan. C'est bien sûr une personne extrêmement connue, extrêmement médiatique. On connaît les débats sur le double langage et le procès qu'il a confronté à Antoine Sfer, que nous avons eu l'honneur d'auditionner la semaine dernière. Donc voilà, je voudrais quand même m'étonner de vos propos. Je sais bien que vous avez écrit un livre avec lui, mais je voudrais vous dire que, comme beaucoup d'autres, moi je suis extrêmement impressionnée par son influence, alors qu'il n'a pas de légitimité particulière, hein, autre que voilà, sa capacité, son entre-gens, son expression et sa capacité à attirer. Troisième question, cette fois, je voudrais avoir votre point de vue sur la théorie du complot. Tous les ans, autour de la date anniversaire du 11 septembre, enfin la date de commémoration plutôt, nous avons dans ma ville des conférences sur le thème « Le 11 septembre est un complot occidental ». Cette idée du complot est, de manière plus soft, présente quand même beaucoup sur voilà, je suis musulman, donc je suis stigmatisé. C'est, on le sait, les études l'ont montré, vrai sur ce que vous avez évoqué, le CV. Sur d'autres aspects, c'est parfois instrumentalisé par les jeunes eux-mêmes, créant de ce fait des fossés qui sont redoutables. Quelle est votre analyse justement sur cette théorie du complot qui se développe d'autant plus qu'on est souvent sur des sites internet, sur des fonctionnements un peu plutôt communautaires, plutôt refermés. Enfin, là, ce sera plutôt une affirmation. Vous avez pointé la méfiance des élus locaux à l'égard des personnes de confession musulmane. Je voudrais dénoncer ça. Je ne partage pas cette vision. Les maires en particulier, les élus locaux, ce sont des citoyens, on les croise. D'ailleurs, souvent, on apprend leur religion plus tard, hein, à l'occasion d'une fête d'Aïd. Enfin, moi, je veux partager ça. Je découvre que des gens avec lesquels je bossais parce qu'ils étaient enseignants, patrons de PME, fonctionnaires de la ville, ils se trouvent être là au moment de la fête. Donc voilà, je découvre qu'ils sont musulmans. Mais ils sont avant tout parents d'élèves, personnes engagées dans la société. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas partir de cet a priori. Et si je peux me permettre, plutôt creuser la piste que vous avez indiquée. Il y a des élus municipaux, parce que c'est la réalité de la représentation, de la diversité, qui, dans les équipes municipales, ne représentent pas leur communauté, mais sont là pour participer en tant que citoyens de plein exercice dans l'ensemble des thématiques de la collectivité. Je pense qu'il y a là plutôt un élément d'espoir je vous propose d'adoucir votre paradigme et de penser que peut-être les élus sont une connaissance, comme mes collègues l'ont prouvé aussi, de cette réalité dans leur territoire. Je vous remercie. Il y a eu déjà beaucoup de choses dites. Vous remercier pour votre exposé. Dire deux, trois choses alors c'est peut-être dans votre façon de parler. J'ai trouvé que vous aviez un peu banalisé le port du voile, qui a fait un débat national quand même et qui a posé certains problèmes et qui pose des problèmes, notamment quand on est fonctionnaire de la République et qu'on ne doit pas porter le voile, par exemple. Et donc, dans des villes comme les nôtres, où il y a beaucoup de cités, il y a beaucoup de choses qui se disent sur, effectivement, des femmes qui sont voilées et qui vont chercher leur enfant à l'école. Donc, je pense qu'on ne peut pas banaliser ce genre de choses parce qu'elles sont réelles et on s'aperçoit que, par exemple, sur le 93, on a de plus en plus de femmes voilées, et y compris qui portent la burqa et qui posent un vrai problème de fond. Alors, respect pour ces femmes, hein, c'est leur choix, j'ai bien compris leur démarche, mais en tout cas, ça pose un problème pour la République. En ce qui concerne des élus, oui, la diversité de chaque ville fait qu'aujourd'hui, nous avons des élus qui représentent la diversité des territoires. Alors moi, je rejoins Madame dans ce qu'elle dit. Bien sûr, certains représentent la République et en sont très fiers, mais on a quelques mauvais souvenirs où des
des élus de la diversité sont venus, par exemple, en boubou ou avec les youyou ou avec des choses comme ça. Et on a eu le sentiment un petit peu voilà, que le... Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas une tendance à banaliser. Et d'ailleurs, on a bien vu avec la montée du Front National ce que ça pouvait donner. Alors, il y a je suis un petit peu obligée de le dire quand même. Pour avoir fait beaucoup de permanences en tant qu'élu de ma ville, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui parlaient de la religion et qui... notamment se trouvent confrontés à la polygamie, alors que la polygamie en France est interdite. Quel est le modèle aussi d'intégration pour ces femmes qui se retrouvent du jour au lendemain avec 5 enfants, qu'on est obligé de divorcer, de maquiller, pour qu'elles puissent toucher leur allocation et avoir un logement, tout simplement, pour élever les enfants. Donc la République, c'est vaste, mais ça, par exemple... Moi, je n'ai pas su répondre, si ce n'est faire les papiers pour qu'elles puissent divorcer et être prises en charge. Sur les jeunes des cités, vous l'avez dit, et dans la première audition que nous avons eu un représentant de l'État, sur la formation. C'est ça. Je vous garantis que ce n'est pas moi qui les casse. Je ne sais pas si je vais être filmée avec autant de micros, mais bon, allez, on continue. Pour les jeunes des cités, qui est ma plus grande inquiétude quand même que je rencontre régulièrement, il y a un véritable souci avec les imams. Vous l'avez dit tout à l'heure, les imams qui s'improvisent un peu comme ça, qui arrivent dans de ces doux et qui vont prêcher la bonne parole et qui posent souvent beaucoup de problèmes. Et le sentiment qu'ils viennent dans nos cités pour justement voir ces jeunes qui, comme on dit, tiennent un peu les murs. Donc, quand on discute de leur avenir, c'est pas les lois de la République qui les intéressent au premier abord. J'ai pas de travail, j'ai pas de logement, je suis en échec scolaire. Comment je vais faire pour m'en sortir ? Et alors c'est là où les lois de la République devraient intervenir, c'est ces imams qui les orientent d'une autre façon, plutôt que dans la religion, mais qui les radicalisent et qui posent un problème quand même de fond, parce que moi, ces jeunes que j'ai vus grandir dans la cité, aujourd'hui qui ont 20, 25 ans, qui tiennent toujours les murs, on a senti la radicalisation de ces jeunes et qui a été faite par des imams, voilà. Donc je vous passe le détail. Alors comment régler tous ces problèmes ? Comment les valeurs de la République dans cette religion peuvent être comprises ? Ils ne les connaissent pas. Ils n'ont pas l'impression, vous l'avez dit, qu'ils sont français à part entière. Mais là, c'est un peu quand même de notre faute. Je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis. Première génération, deuxième génération, issus de, fils de, immigration, etc. Donc comment lier cette religion aux valeurs de la République, alors que nous sommes des laïcs pour la plupart, comment le lier et quelle place peuvent-ils trouver ? Et je voudrais bien une réponse là-dessus. Ces jeunes perdus, aujourd'hui, quelle perspective pour eux et qu'est-ce que peut représenter la République sans qu'ils connaissent l'histoire vraiment de la République et qui s'y désintéressent, parce que c'est pas leur objectif. Je casse plus le micro, je le rends. Alors, je vous propose de prendre encore 2 questions parce que le temps passe pour pouvoir donner ensuite la parole à M. Grech. Donc, j'avais Mme Durieux et M. Mézouer. Oui, merci Madame la Présidente. Je serai relativement brève parce que j'allais poser les mêmes questions. Je voulais d'abord vous remercier, M. Grech. Je pense que les jeunes, en tout cas en France, ont probablement besoin d'apprendre l'islam. Je ne sais pas lequel, et d'apprendre l'islam.
partir de là, il y a deux choses qui sont probablement dangereuses. C'est qu'apparemment, on peut être imam en s'auto-proclamant imam. J'aimerais bien que vous nous précisiez effectivement comment ces choses-là peuvent-elles se faire et quelle crédibilité accorde-t-on dans la hiérarchie des imams. Bon. Deuxièmement, la formation elle sera essentielle. Enfin, ça, c'est votre affaire. Et je dirais que nous sommes un État laïque et quelque part que vous déploriez qu'ils soient formés en Algérie, au Maroc, en Turquie, peut-être. Mais enfin, pourquoi sont-ils donc pas formés en France, si vous préfériez cela? Et quand vous évoquez la Turquie, j'ai envie de dire que dans un État laïque, Erdogan a tranché, il a créé les écoles imamatiques et on les forme dans les écoles laïques de l'État turc. Ce n'est pas une solution pour la France. Alors ces problèmes-là me paraissent essentiels, ceux qui tournent autour des imams. Oui, une question très courte. Vous avez dit tout à l'heure que les musulmans respectaient les lois de la République, comme les catholiques, même s'ils n'étaient pas toujours d'accord avec. Ma collègue a parlé de la polygamie, donc on peut douter qu'ils les respectent toutes. Mais la question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il y a une démarche de l'islam pour que soient prises en compte précisément les valeurs de l'islam, si tant est qu'on puisse parler de valeurs? Enfin bon, moi je vais dire ça comme ça, parce que dans les lois de la République, disons que les catholiques ont pesé d'une manière forte. Simplement, prenons un exemple, les vacances scolaires correspondent aux dates principales. Voilà. Donc c'est le sens de ma question. Monsieur Grech, je vous laisse bon, il y a beaucoup de questions. Il y a des questions qui concernent la laïcité. Moi, je suis un fervent partisan de la laïcité de la loi de 1905. Pas de celle qu'on essaye d'interpréter de manière différente aujourd'hui. La laïcité, c'est la neutralité de la République. Ce n'est pas la neutralité des citoyens. Qu'une femme porte le foulard, ça ne me pose aucun problème. Je veux dire, et je dirais non seulement ça ne me pose aucun problème, mais je vous interroge en tant que moi qui me prétends féministe, je fréquente ces femmes qui portent le foulard et qui savent qu'elles n'ont aucune chance de trouver un travail, alors que normalement c'est légal, à part pour être fonctionnaire, de travailler en ayant le foulard. Tellement elles sont stigmatisées. Donc il y a effectivement, moi je n'ai pas de problème avec le foulard, je côtoie des gens qui s'habillent de manière très différente, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème, c'est le problème des choix de ces gens, du moment que c'est un choix libre. Je veux dire, je suis pas pour imposer le foulard, ni pour imposer que... Oui, mais après vous dites, il y a la pression sociale. Mais vous croyez que dans nos milieux, il n'y a pas de pression sociale sur toute la vie quotidienne, de la nôtre, sur les mariages, sur la vie sociale? Enfin, je veux dire, vous vivez où? Il y a une pression sociale qui s'exerce, elle peut être plus ou moins forte, elle est plus forte dans les ghettos. Et le problème, c'est de s'interroger pourquoi il y a des ghettos. Et là, je dirais, et ça, c'est pas la faute des musulmans, je veux dire, il y a un problème de la République. Et quelqu'un a dit, ce n'est pas les lois de la République qui les intéressent. Et je crois que c'est tout à fait vrai. Ce qui les intéresse, c'est de trouver du travail. Moi, j'ai été faire un débat après Charlie dans un lycée professionnel de jeunes de 14-16 ans. On a discuté pendant 3 heures, c'était passionnant. Ils ne savent pas écrire, ils sont nés en France, ils ont fait l'école de la République. Non seulement ils ne connaissent pas l'orthographe avant la réforme, mais ils ne savent même pas s'exprimer. Et ils savent qu'ils vont être chômeurs. Franchement, la laïcité, ce n'est pas un problème pour eux, ni pour ni contre. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ce n'est pas en disant nous allons faire des cours de laïcité que nous allons convaincre qui que ce soit. C'est une plaisanterie. D'autant plus qu'aujourd'hui, de plus en plus, la laïcité apparaît comme une machine de guerre contre les musulmans. Et puisque les signes religieux nous choquent tant, je vous rappelle quand même dans cette noble assemblée que jusque dans les années 60, nous avons eu des prêtres élus qui venaient en soutane ici sans que ça pose le moindre problème. Le chanoine Kir venait en soutane. Bon, vous imaginez aujourd'hui une élue venant avec un foulard? D'ailleurs, je vous signale, je crois que c'est la ville, il y a une ville qui vient de basculer c'est Bobigny ou non, pas Aubervilliers, qui vient de basculer du Parti communiste à l'UDI, en Seine-Saint-Denis. Non, mais Bobigny.
sur la liste de l'UDI, il y avait 2 filles qui portent le foulard. Ça n'a suscité aucun problème. Pourquoi brusquement ça devient une question importante? Je veux dire, même la droite aujourd'hui reconnaît que, je veux dire, c'est le libre choix des gens. Et encore une fois, les mesures que nous prenons contre les femmes qui portent le foulard, c'est des mesures contre les femmes. C'est pas les hommes qui sont visés. C'est à elles qu'on interdit d'accompagner leurs enfants, c'est à elles qu'on interdit d'accéder au travail. Bon. Bien sûr, il y a la question de la polygamie. La polygamie, je vous signale, essentiellement, c'est sur l'Afrique. C'est pas dans les pays arabes, bon, des pays musulmans, d'ailleurs non musulmans d'Afrique. Il y a un vrai problème. Mais on a un problème d'intégration, bien sûr. Je veux dire, c'est pas, personne ne dit qu'il faut, mais on sait très bien que c'est pas très facile à résoudre si on veut tenir compte de l'intérêt des femmes, comme vous dites. Quand une femme se retrouve dans une situation de polygamie, c'est pas elle qu'on va punir. On va essayer de trouver une solution qui est d'une certaine manière un détournement. Autre chose sur la République laïque. En 1926, l'Assemblée nationale française a financé la construction de la mosquée de Paris. La mairie de Paris a donné 500 000 francs à l'époque pour le terrain. C'était contraire à la laïcité, complètement. Et Briand, qui était le rapporteur à la laïcité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, c'est normal parce qu'il y a un rattrapage à faire. Après tout, tous les édifices du culte sont entretenus par nos impôts de citoyens qui n'ont peut-être rien à voir avec la religion. Mais ça ne nous choque pas. Oui, y compris musulmans. Mais je ne sais pas, je ne suis pas pour dire qu'il faut construire des mosquées payées. Je dis simplement que la vision de la laïcité, des fondateurs de la laïcité, c'était une vision d'une laïcité qui permettait l'exercice du culte. Je vous rappelle aussi que après la loi de 1905, 125 maires ont décidé d'interdire les processions religieuses dans la rue en disant que c'était contraire à la laïcité. Dans 121 cas, ça a été cassé par le Conseil d'État. Je veux dire, ça... non, mais si, c'est important. La rue est, je veux dire, on a le droit d'exprimer sa religion dans la rue. Non, mais Pardon ? Excusez-moi, s'il vous plaît, un peu sur la forme, là, parce que l'heure est passée et on n'interpelle pas notre invité. Merci. Comme ça, parce que sinon, il ne pourra pas répondre, sachant qu'on va devoir conclure rapidement et que la rapporteure va dire un mot aussi. Sur l'affaire, je ne vais pas rentrer sur l'affaire Tarek Ramadan, Antoine Sfer. Moi, j'ai témoigné et je peux vous dire qu'Antoine Sfer mentait sur Tarek Ramadan. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce que je vous demande, c'est de l'écouter, d'écouter ce qu'ils disent. Pardon ? Non, mais écoutez, faites un débat avec Ramadan. Je dirais, même s'il y a des choses qui disent que vous n'êtes pas d'accord, si vous reconnaissez qu'aujourd'hui, il représente... Pourquoi il représente les jeunes musulmans? Je vais vous dire, moi, pourquoi il représente les jeunes musulmans. C'est justement, il représente ces jeunes dont j'ai parlé, c'est-à-dire quelqu'un dont ils sont fiers, parce qu'il parle bien, et parce qu'ils ont l'impression qu'il est un vrai musulman, et qu'il ne tient pas le discours de certains intellectuels musulmans que nous sommes très contents de voir à la télévision, parce qu'ils disent exactement ce que nous avons envie d'entendre. Voilà. Sur la question de la théorie du complot et de la victimisation des jeunes, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, il y a de vraies théories du complot qui se développent. C'est pas seulement dans les communautés musulmanes. Sur le 11 septembre, il y a eu des personnes célèbres qui ont dit, mais le 11 septembre n'a jamais eu lieu. C'était des Français de souche ou non. Donc il y a effectivement, c'est un phénomène compliqué parce que il touche la société avec la méfiance à l'égard des politiques et à l'égard des médias, qui favorise cette chose, et il touche particulièrement les communautés musulmanes, et il faut combattre, bien sûr. C'est quelque chose de très dangereux. Juste encore... l'idée que la Turquie est laïque, c'est vraiment une idée. Je ne sais pas d'où elle sort. Il y a un ministère des cultes qui nomme les imams. Je ne sais pas si c'est ça la laïcité. Pardon ? Non, elle n'a pas été, n'a jamais été. C'est-à-dire quoi laïque? Vous imaginez un pays laïque dans lequel il y a un ministère des cultes qui nomme les imams, et ça c'était vrai sous Atatürk. C'est pas Erdogan. Ça a toujours été comme ça. Les imams qu'ils exportent ici,
ça vient du ministère des cultes. Bon, enfin bon, ça c'est un autre. La question des imams, elle est très compliquée parce qu'effectivement, il n'y a pas il y a des formations notamment qu'on fait, mais il n'y a pas de titre officiel. C'est le fait d'être reconnu plus ou moins par. Mais il y a un effort à faire, je ne sais pas lequel. Je sais que ça fait 20 ans qu'on en discute. On avait pensé de faire vous savez, à Strasbourg, de faire une chose. Je pense qu'il faut prendre il faut le faire parce que c'est quelque chose qui me semble important. La dernière chose, c'est sur les propositions pour le CFCM. Je termine sur le CFCM, on n'a pas tellement de temps. C'est extrêmement compliqué, mais pour une raison qui est simple, c'est-à-dire s'il avait fallu aujourd'hui organiser le consistoire juif, la République n'aurait pas réussi à le faire aujourd'hui. Elle a pu le faire en 1804 parce que Bonaparte pouvait dire n'importe quoi, il l'appliquait. Là, on a un vrai problème. Donc je n'ai pas de solution. Je suis de ceux qui pensent que, bon, faisons avec le CFCM puisque ça existe, parce que ça a permis notamment la nomination des aumôniers dans un certain nombre de lieux clos, mais prenons en compte le fait qu'ils ne sont pas l'avenir des musulmans de France. Et que cet avenir des musulmans de France, il faut le bâtir avec ces jeunes qui sont effectivement dans les municipalités. Je n'ai pas voulu dire, excusez-moi si je l'ai dit à propos des élus, il y a un certain nombre de villes où il y a des méfiances. Ce n'est pas le fait que quand un élu voit un musulman, il s'enfuit. C'est quand il y a une organisation musulmane qui est sur place, il y a... parce que, je veux dire, c'est pas un reproche, je le comprends. C'est des pratiques qui nous sont en partie étrangères, c'est une foi qui nous est en partie étrangère. Donc, il y a un effort à faire pour ouvrir le dialogue, mais il y a un effort à faire aussi par ces organisations elles-mêmes, qui elles-mêmes sont dans une posture de victimisation. Et si, pour terminer, je dois rendre hommage à Tarek Ramadan pour une chose, c'est le fait qu'il n'arrête pas de dénoncer le discours de victimisation qu'ont les musulmans en France. Voilà. Alors, comme j'ai la chance de travailler régulièrement avec Alain Grèche, j'ai laissé mes collègues s'exprimer, mais j'ai quand même une observation et une très courte question. L'observation, c'est que globalement, ce qui a été dit aujourd'hui recoupe tout à fait clairement ce qu'a dit Barry Zakiari la semaine dernière, c'est-à-dire moi, je suis représentée à la télévision par des analphabètes et pas par des gens que j'ai envie d'entendre. Elle a plusieurs fois considéré. Elle a dit ça plusieurs fois. Non, mais elle n'a pas dit. À la télévision, elle a dit quand j'entends, elle n'a pas parlé du président du CFCM, Roger Carucci, elle n'a pas parlé de ça. Elle a dit que la représentation ne lui ressemblait pas. Elle l'a dit plusieurs fois la semaine dernière. Donc on est aussi dans un problème de représentation. La deuxième chose, mais j'ai quand même une question sur les influences étrangères, parce que on a parlé du lien avec les ambassades étrangères en France, et moi je voudrais votre avis, Monsieur Grèche, sur les financements étrangers. Je pense que d'une certaine manière, ces financements sont, très difficiles à situer et à mesurer. C'est-à-dire que, comme souvent ce n'est pas des financements, il y a des financements directement étatiques, ça c'est relativement facile, mais ensuite ça se fait à travers des réseaux musulmans croyants qui sont du Golfe ou de tel ou tel pays, qui sont relativement puissants et qui peuvent apporter beaucoup d'argent. Je pense qu'en partie il y a un fantasme aussi sur ce financement, mais je pense que ça vaut la peine justement d'étudier au cas par cas, c'est-à-dire d'avoir une discussion approfondie et de réfléchir sur comment effectivement avoir un contrôle des financements, encore que ce n'est pas illégal d'avoir un financement étranger. Hein, je veux dire, je ne sais pas si l'Église de France est... Oui, il faut qu'il soit transparent. Mais peut-être là, je ne sais pas si c'est possible à imaginer que, d'une manière ou d'une autre, les associations musulmanes locales, il y ait d'une manière ou d'une autre une représentation d'élus. Je ne sais pas, de créer des associations spéciales, si je veux dire, qui pourraient contrôler, par exemple. Je ne sais pas si c'est envisageable ou non, ou trouver... Non, sans que ça soit une mamie, ça peut être une...
voilà, il y avait la Fondation pour les œuvres de l'INSAF de France, mais l'avoir... Oui, il y a toujours, elle ne fonctionne pas, mais peut-être localement d'essayer de réfléchir à ce type de formule qui aussi, d'une certaine manière, permettrait, parce qu'on sait très bien que les communautés musulmanes, localement même, elles sont extrêmement divisées, qu'il y a des luttes entre elles, qu'il y a des factions, etc. Peut-être ça permettrait aussi une forme de présence, mais encore une fois, je ne demande pas que les élus s'occupent de la mosquée, mais qu'il y ait une forme de présence qui permettrait, par des associations, loi peut-être 1901, d'avoir une forme de contrôle là-dessus. De toute façon, en principe, les mosquées doivent avoir des comptes ouverts, quoi. Aux États-Unis, c'est comme ça, les fondations ont un officier public, enfin un comptable public, un membre de l'administration du Trésor qui est dans les fondations. Merci infiniment.